Est-ce que t'es prêt? On commence? Bah, attends une seconde. Non, je te pousse dans l'eau. Et est-ce que, je me rappelle plus, est-ce que tu vas être anonyme ou pas? Non. Je t'appelle comment? Bah, Jonathan. Enchanté. Pourquoi? Alors, avant qu'on commence, je vais en profiter pour faire un petit appel aux auditeurs tristes. Je cherche les prochains témoignages. Et moi, j'aimerais vraiment pouvoir faire entendre toute forme de sexualité, notamment les moins extrêmes, ou ces formes qui sont dites par la société moins extrêmes. Et donc, toute personne qui a l'impression que sa forme de sexualité ou son histoire ou son témoignage n'a pas été encore représenté, je suis super heureux de l'avoir au micro. On peut m'envoyer un email et on en discutera avant de décider si on enregistre ou pas. Et mon email, c'est guillaumefetdespodcasts@gmail.com. Et pour les gens qui veulent pas témoigner mais soutenir le podcast, en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, l'algorithme le proposera automatiquement à plus de personnes, ce qui me permettra de trouver les prochains témoignages plus facilement. Voilà, petit moment de pub. Pour toi, Jonathan, pourquoi c'était important de participer? Pourquoi t'as décidé de participer? Ah bah parce que j'aime bien partager globalement, ça fait partie des choses que j'aime bien faire. Partager un petit peu tout, que ce soit mon expérience, que ce soit du savoir, que ce soit... Uniquement donc altruiste? Ben, il y a la principale raison, c'est que j'aime bien partager. La deuxième raison, c'est que j'ai vécu pas mal de choses assez diverses et variées, et je pense que ça peut être intéressant d'en apprendre plus pour des gens qui seraient un petit peu en questionnement, en recherche, ou à penser que on n'est pas forcément aussi bien, assez bien. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? On commence, on va essayer d'avoir une photo de ta sexualité actuellement, de tes pratiques sexuelles. Tu as là devant toi la couverture du podcast. Toi, Jonathan, tu t'adonnes à quoi? Parmi les smileys qui sont là? Ouais, les emojis, mais ou au-delà, hein, si les emojis te racontent pas bien, tu dis autre chose. Alors, moi, je pense que je suis pas mal sur tout ce qui est chaîne ici. Ça me représente pas mal dans les choses que je pratique. Ça veut dire quoi concrètement? Tu te fais attacher, tu attaches quelqu'un? Voilà, les deux. Après, moi, je fais pas des choses avec des cordes, donc c'est pour ça que les chaînes, ça, c'est pas mal. Comment on attache quelqu'un, pas avec des cordes, mais avec des chaînes? Ah il y a plein de manières différentes, mais on peut être aidé d'un certain nombre d'accessoires, notamment des menottes de poignet ou de cheville, qui permettent ensuite de contraindre un peu les positions, par exemple. Donc c'est du SM? Oui. Et toi, tu te dirais plus sado, c'est-à-dire celui qui aime faire mal, ou maso, celui qui aime avoir mal, ou kiff-kiff? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a plusieurs choses. Je suis sadique, du coup, dans mon côté dominant, on va dire, mais je suis aussi un peu switch, c'est-à-dire que je suis capable autant d'être dominant que soumis, et j'ai pas les mêmes envies quand je suis d'un côté ou quand je suis de l'autre côté. Donc là, aujourd'hui, dans tes rapports sexuels, tu les as avec qui? T'es dans un couple? T'es dans un pas couple? Alors justement, je pense qu'on peut prendre l'emoji des deux bonhommes qui sont là, puisque je trouve que ça représente pas mal un couple, et moi je suis actuellement un homme marié, donc je suis marié avec quelqu'un qui a une petite différence d'âge avec moi. Il a une dizaine d'années de plus. Tu veux dire quel âge tu as? Non. Si, je peux dire que quel âge j'ai. J'ai 31. Donc, et je vais sur mes 32. Donc dans votre couple, t'as la sexualité uniquement dans le couple ou aussi en dehors? Alors justement, donc je suis dans un couple marié, mais moi je me considère polyamoureux. Donc j'ai aussi
d'autres amants, on va dire. J'ai mon mari du coup qui on va dire, même si ça ne décrit pas tout à fait ça bien, mais principal, c'est-à-dire qui est la personne vraiment avec qui je vis, avec qui je partage le plus de choses et le plus de temps. Et puis après, j'ai soit sur une relation un peu longue, soit sur des relations un peu moins longues, la possibilité d'avoir des amants qui vont m'apporter de la complémentarité, un petit peu comme on peut avoir plusieurs amis et les apprécier différemment et pas les apprécier pour les mêmes raisons. Et ben moi c'est un petit peu pareil au niveau amoureux. Et du coup, donc on continue sur ta sexualité. La sexualité SM, tu la vis dans ton couple et ou hors de ton couple? Oui, voilà, je la vis dans mon couple. Dans mon mari, je l'ai rencontré via les pratiques SM, BDSM et en particulier fétiche, donc le fétichisme latex en particulier. Et après, donc via le polyamour, du coup, lui, il est au courant qui je vois et quelles sont les autres personnes que je vois, et les autres sont aussi au courant que moi je suis marié et que j'ai potentiellement donc ils savent qui est mon mari et tout est vraiment dans la transparence, hein, c'est un petit peu la différence. Oui, je sens que tu as envie de... Et dans ta sexualité hors couple, moi j'essaye déjà, on va essayer de faire une photo de ta sexualité, donc je vais te demander d'être synthétique et pour bien qu'on puisse, parce que tu m'avais dit que tu avais une sexualité très variée, donc pour qu'on comprenne là, fais la liste, si tu le peux, de ta sexualité. Donc déjà, SM, c'est combien de pourcentage de tes rapports sexuels? Au moins 50%. Okay. Donc moite-moite. Dans ton couple, est-ce que tu as un rôle plus qu'un autre? Non, ça varie un peu avec le temps. En ce moment, c'est plutôt dominant. Plutôt dominant, plutôt maître. Ça n'a pas toujours été le cas et ça restera peut-être pas toujours comme ça. Et hors de ton couple, aujourd'hui, tu as combien d'amants, tu dirais? Là, on va dire 2 et peut-être un troisième, un de ces 4. Mais pour l'instant, personne qui viendrait vivre avec nous. Ce qui est aussi pour moi un objectif à un moment. J'aimerais bien faire ce qu'on appelle éventuellement un trouble, parce que j'ai la possibilité, le lieu et les ressources pour pouvoir gérer une relation comme ça. Et c'est pas un idéal, mais je pense que ce serait intéressant. Donc, quand tu fais pas de SM, avant qu'on aille explorer le trouble, quand tu fais pas de SM, tu fais quoi? Qu'est-ce que t'aimes dans ta sexualité, Jonathan? Ah bah alors, ça va être des choses beaucoup plus sensuelles, on va dire. Peut-être plus sensuelles, plus romantiques, plus câlins. Le SM est pas sensuel? Le SM est sensuel autrement. C'est-à-dire, c'est différent. C'est pas de... C'est compliqué à expliquer, hein. Non, mais en fait, je t'invite à faire des oui et des réponses par oui et par non. Pour toi, le SM, est-ce que pour toi, le SM, c'est sensuel? Le SM peut être sensuel, mais quand je fais autre chose que le SM, j'ai une autre sensualité qui est différente. Voilà. Peut-être plus calme, plus posée, plus douce, plus vraiment dans les câlins, dans la... prendre soin. Dans le toucher, même, c'est pas exactement pareil. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter ta dernière fois sexuelle pour qu'on... tu vas me raconter deux anecdotes. Ta dernière fois SM, pour que je comprenne en fait de quoi on parle. Et ta dernière fois vanille ou non-SM, dans ta sexualité 50-50. Ce serait quoi ta dernière fois SM? Alors ma dernière fois SM, c'était quand? Du coup, c'était il y a donc avant que j'arrive à Paris, parce que je vis à Tours, donc c'était la semaine dernière. Et c'était du coup avec mon mari qui était lui complètement en latex. Juste complètement en latex, ça veut dire que tu t'habilles, c'est une sorte de combinaison intégrale de la tête aux pieds en latex, c'est ça?
Oui, l'idée, quand on dit intégralement latex, c'est d'avoir le moins possible de peau exposée. Donc, ça peut être une combi, ça peut être un ensemble avec un t-shirt et un pantalon, etc. Mais en gros, voilà, il était entièrement en latex, donc avec des manches longues et des gants, une cagoule, etc. La sexualité, elle commence pour toi dans cette fois que tu me racontes. C'est toi qui l'habilles et ça commence lui nu et tu le mets en latex. En fait, je crois que ma sous-question, c'est que moi, j'ai pas encore, avec empathie, réussi à connecter avec l'excitation autour du latex et j'aimerais vraiment la ressentir. Et du coup, ce qui t'excite, c'est de l'habiller ou la sexualité, elle commence, lui arrive intégralement en latex, pardon. Alors du coup, ben, en général, ça se passe, c'est-à-dire que lui a envie de mettre du latex, donc éventuellement il me consulte sur ce que j'aurais envie qu'il porte. Et ça t'excite déjà? Oui, ça dépend des fois, mais oui, en général, oui. Et bah, parfois, j'ai juste envie de lui dire, bah, mets ce que t'as envie, fais-moi la surprise. Ça fait aussi partie du jeu. Et donc, du coup, il s'isole un petit peu, il se met en tenue et puis il revient en tenue. Lui n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup être nu, donc en général, il passe plutôt de habillé à habillé en latex. Et on commence la relation comme ça, où il revient, et il y a toujours quand même un petit moment un peu de flottement, où il s'installe quand même pour être confortable, etc., où on établit une espèce d'ambiance un peu tamisée, où là, du coup, on peut parler de sensualité quand même un petit peu, parce qu'on met une ambiance un peu en termes de couleur, de lumière, etc. J'ai le droit de dire que dans notre pré-entretien, tu m'as dit que tu avais un lieu, une chambre. Oui, alors j'ai Non, oui, alors j'ai une maison, et dans cette maison, j'ai une salle de jeu du coup. Donc j'ai un endroit qui est dédié pour toutes les pratiques BDSM, et aussi pour éventuellement du coup faire de l'initiation, et encore faire du transfert, du partage de connaissances, former à des choses. Donc oui, j'ai ça. Et du coup, mon mari a une collection impressionnante de latex. Moi, j'en ai aussi quelques-uns, mais c'est lui le plus mordu de la matière. Et donc tu le vois arriver, en tout cas, donc tu parles de ce moment de flottement où on établit un peu une atmosphère dans ta chambre du cul où tu peux mettre la lumière ou que sais-je, peut-être 2-3 bougies. C'est de le voir en latex qui t'excite? Alors, il y a plusieurs sens. Il y a donc sur le latex, il y a une odeur. Il y a le toucher. Je pense que le toucher fait partie très intégrante de la majorité de ce qui est excitant. Il y a le visuel, c'est-à-dire de se retrouver avec quelqu'un. Lui, ce qu'il aime, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle rubber toy, rubber slave, rubber drone, c'est-à-dire être un peu dans la déshumanisation finalement, de dire bah voilà, je suis un peu ton objet, joue avec moi, je suis ton objet en latex, etc. Et donc on joue comme ça, et il y a un aspect aussi psychologique. Donc ça joue en fait avec tout. Ça va être le mental, ça va être le toucher, ça va être l'odeur, ça va être les sensations dans leur globalité. Et où lui, quand il est en latex aussi, il y a un décuplement des sens, en particulier au niveau du toucher, puisque par exemple si je joue avec les tétons ou autre, la sensation est pas du tout la même que s'il ne portait rien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 7 ans et on est mariés depuis 2 ans. Et cette sexualité SM, les 50-50, les fois où vous faites du SM, ça reste les années ont permis à votre sexualité SM de fleurir ou de se renforcer, ou au contraire, elle est de la même intensité, ou encore elle stagne, voire elle diminue en intensité ou en intérêt?
Alors, au début, quand on s'est rencontrés, évidemment, comme tous les jeunes couples, on avait beaucoup besoin de sexe tous les deux et de se retrouver, donc on faisait ça souvent. Ensuite, on s'est trouvé un équilibre. À partir du moment où on s'est trouvé un petit équilibre, globalement, en intensité, ça reste à peu près pareil, mais surtout, en fait, on change les choses, c'est-à-dire que on change les tenues, on change les rôles, on essaie toujours d'apporter un peu de différence, de surprise, pour conserver toujours voilà, cette impression que c'est pas toujours Nouveauté. voilà, c'est pas toujours la même chose, de mettre un petit peu de nouveauté, et je trouve que le SM aide pas mal là-dedans, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses à faire. Et donc au départ, on s'est rencontrés, on était tous les deux très puppy latex. Puppy, c'est quoi? Puppy, c'est chiot, donc ça va être tout ce qui est l'idée d'avoir un masque de chien, une tenue, et avoir potentiellement le mental et le comportement d'un chiot. Du coup, là, on additionne le kiff du latex. Oui. Et l'attitude et le jeu de rôle du chien, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, sachant que le puppy, c'est assez transversal, c'est-à-dire on peut être un puppy tout nu, on peut être un puppy en latex, en cuir, en lycra, etc. Et toi, du coup, tu es quel? Moi, je me définis comme un rubber pup, donc vraiment un puppy qui est en latex. Mais voilà, sur le puppy, il y a plusieurs manières de voir les choses. Et c'est pareil sur nos pratiques BDSM, c'est-à-dire que par exemple, donc mon mari, il aime bien faire du bondage, lui, avec des cordes, mais il le fait pour le côté excitant, pour le côté artistique, mais ça n'amène pas systématiquement ou obligatoirement à du sexe derrière. Ça peut juste suffire d'avoir fait un beau bondage, d'avoir quelque chose de sympathique, d'artistique, et de juste laisser la personne un peu contrainte, sans que forcément il y ait un acte sexuel derrière. Et du coup, c'est pareil aussi pour le puppy, où finalement, nous, on est toujours dans une optique où quand on fait des pratiques, on les fait pas dans le but de coucher ensemble. Si ça amène à coucher ensemble, on est très content et c'est chouette, mais on le fait plutôt pour d'autres raisons, voilà, pour... Toi, tu le fais pourquoi? Et je vais vraiment t'inviter à parler en jeu, parce que je me sens pas totalement à l'aise que tu parles de ton mari alors qu'il est pas là pour parler en son nom. Du coup, je préfère que tu parles de toi, ta sexualité, ouais. Et tu vois. D'accord. Alors, moi, dans le... Parlons du côté pup. Du côté pup, pour la partie rubber pup et autres, il y a quelque chose de l'ordre du challenge et de la performance, parce que c'est difficile de rester dans une tenue, d'avoir une cagoule complètement latex. On a chaud, ça colle, voilà. Alors ça peut être agréable dans un certain sens, mais c'est aussi ça demande aussi de l'entraînement, c'est aussi compliqué, etc. Et puis ça permet de couper. Et les pratiques BDSM, je trouve ça permet beaucoup ça, de couper, de sortir un peu de la routine du monde réel, de faire une pause vraiment au niveau du cerveau, au niveau du corps, et de faire autre chose, un petit peu comme si on prenait un rôle dans un film, ou qu'on incarnait un personnage de théâtre. On ne pense du coup plus qu'à son rôle, qu'à son personnage, et on oublie tous les problèmes, tout le stress, tout ce qu'il peut avoir, et c'est très rafraîchissant. Et c'est pour ça que du coup, pour moi, la partie sexe peut en faire partie, mais elle n'est pas forcément obligatoire, parce qu'on peut atteindre cette déconnexion et cet état autrement qu'en faisant juste du sexe. Et du coup, sur le puppy, c'est ce qui m'aide à déconnecter le plus, c'est-à-dire à partir du moment où je mets une cagoule de puppy, que je m'habille, que j'ai ma tenue, que je me mets à quatre pattes et que je joue comme si j'étais un chien. Ça peut être manger en gamelle, ça peut être jouer avec une basse, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être tout à fait suffisant. À te détendre, oui. mais pas à contribuer à ton étincelle sexuelle. On est d'accord qu'il y a une différence pour toi? Oui. Alors, ça te détend ou ça t'excite aussi en te détendant? Il y a les deux. Ça excite aussi, mais ça n'amène
et ça amène à une satisfaction de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de son corps en général. Il peut toujours y avoir un peu d'excitation sexuelle qui va être plus dans l'érotisme que dans vraiment le sexe. Mais je pense que ça participe quand même à mon épanouissement sexuel dans un sens qui est que on peut faire aussi tout un tas de jeux de contrôle de sa sexualité, c'est-à-dire de se dire que c'est pas parce que on bande ou on a la gaule que forcément on doit arriver à une jouissance ou machin, et donc ça permet aussi dans un certain sens de me dire je me mets dans des états où j'ai potentiellement une certaine excitation, et en fait je me contrôle assez, je suis assez maître de moi-même pour décider si je vais faire quelque chose sexuellement ou pas. Parce que toi, quand tu fais ces jeux-là, on appelle ça des jeux, t'es d'accord ? Oui. Il y a un maître, il y a je crois que ça s'appelle un handler. Oui. En français, il y a un équivalent ou pas ? Oui, on peut dire propriétaire. Voilà. Donc c'est toujours en duo, et toi, quand t'es puppy, t'as toujours un propriétaire ou handler qui joue avec toi. On va dire d'ailleurs plutôt guide que propriétaire, parce que c'est un peu mieux guide. Donc c'est en duo ou pas ? Alors, en puppy, il y a pas de. Non, je te parle de toi. Ouais. Oui, mais même pour moi, il n'y a pas de choses vraiment fixes. Effectivement, moi, je suis dans une relation plus handler-pup, mais il peut y avoir des relations maître-pup, etc. Moi, effectivement, je suis plutôt là-dedans, handler-pup. Après, on peut, si on a envie, être avec plusieurs pups ou rester tout seul. Ça, voilà. Après. Et du coup, toi, t'as combien de handlers ? Moi, officiellement, j'ai qu'un seul handler. Qui est ton mari ? Oui. Qui est mon mari, et moi je considère qu'en fait je suis en quelque sorte sa propriété, mais dans ce rôle-là de handler, il n'a pas de dominance. C'est-à-dire que c'est moi qui vais par exemple décider, et c'est ce qui se différencie d'autres pratiques, c'est que c'est moi qui vais décider quand je suis un puppy et quand je m'arrête d'être un puppy, quand j'ai envie de jouer et quand j'ai plus envie de jouer. Le handler ne peut pas m'imposer quelque chose ou me dire maintenant tu fais ça. Ou alors, s'il essaie de le faire, toute une partie du jeu va être aussi de ne pas obéir. Si tu essayes de mettre du sens, et je sais pas si tu as envie d'en mettre et tu vas me dire, mais pourquoi, à ton avis, tu as découvert et tu as aimé ces sexualités non conventionnelles ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question du pourquoi ? En fait, tu as peut-être déjà répondu en disant ça te coupe, ça te fait sortir du quotidien, un peu comme d'autres gens font du théâtre et jouent des rôles. Peut-être tu as déjà répondu. Oui, alors il y a ça, et il y a aussi que dans la sexualité traditionnelle, je n'arrive pas à atteindre cet état-là que j'arrive à atteindre au niveau BDSM. C'est-à-dire que je n'arrive pas dans une relation classique, normale, vanilla, même si je prends du plaisir à faire des câlins. D'ailleurs, je t'ai pas parlé du coup de ma dernière relation non SM, mais on y reviendra peut-être. Même si j'aime bien faire des câlins, même si j'aime bien embrasser, éventuellement lécher, ou faire des différents trucs non SM, je n'arrive jamais à un état de déconnexion ou de mettre mon cerveau un petit peu en arrêt pour, on va dire, profiter à 100% ou à 200% du moment. J'ai toujours une retenue, surtout des pensées. Ouais, surtout des pensées, toujours le cerveau un petit peu en ébullition, à penser à plein de choses. Et à quoi, par exemple ? Ça varie par rapport à... Mais ma question, c'est est-ce que tu penses vraiment à autre chose ? C'est-à-dire, tu dis, tiens, liste de courses, ou tiens, il y a ça qui m'inquiète dans mon quotidien et tout. Ou est-ce que c'est des pensées autour d'une homophobie internalisée, de zut, je suis pas assez bon quelles sont les pensées ? Ah non, c'est des pensées totalement autre chose. Ah tiens, qu'est-ce que je vais faire demain ? Comment je vais avancer sur tel projet ? Est-ce que dans ta sexualité vanille, tu t'embêtes un peu ? Ou... Pas parce que je m'embête, mais parce que j'ai toujours ce flux de pensée un peu permanent. Quoi que je fasse, sauf quand je suis du coup concentré vraiment complètement sur quelque chose. Je dirais pas que je m'ennuie pas, mais simplement j'ai toujours
j'ai toujours autre chose en tête. Si on reprend les emojis, et on n'est pas obligé de les reprendre là tout de suite, mais sur ta sexualité vanille, tu parlais de caresses, de câlins. Est-ce que tu pratiques la pénétration? Oui. Des deux flèches du haut de dedans et dehors? Qu'est-ce qu'elle représente du collier de flèches du haut? Ça veut dire actif ou passif, c'est ça? Oh, t'as jamais vu ces flèches sur les réseaux de rencontres? Non, celle-là, je l'ai pas vu. La flèche qui va et vers le haut et vers le bas, c'est versatile. Mais moi, je suis pas chef des emojis, hein, mais quand je me balade sur les réseaux de rencontres, c'est ça que je vois. Est-ce que donc versatile, c'est que tu aimes être pénétré ou pénétrer toi, soit 50-50, soit une régularité. Et vers le haut, c'est tu es actif, et vers le bas, tu es uniquement passif. Alors, moi je suis versatile, plutôt passif, mais depuis que je suis du coup avec mon mari, je suis passif qu'avec lui, et donc je suis actif dans mes autres relations sexuelles, même conventionnelles ou vanilla, puisque je lui réserve en fait cette partie de passivité. Et ça, c'est quelque chose que vous avez choisi ensemble, ça a été discuté, ou c'est un peu par hasard? Si, c'est quelque chose qu'on a choisi ensemble, qui était de dire, ben voilà, effectivement, moi je suis polyamoureux, Pas lui? Non, lui pas tellement. Effectivement, il y a un certain nombre de choses que je fais avec d'autres, mais il était important de se dire qu'il y avait des choses qu'on se réservait à nous, entre nous et dans le couple, et donc ça fait partie des petites choses qui ne sont qu'à nous, entre guillemets. Et du coup, je vais chercher d'autres choses avec d'autres personnes, une complémentarité, comme j'aime bien dire. Mais voilà, il y a cette partie-là où on s'est dit, voilà, c'est notre Jardin de couple. C'est ça. Est-ce que tu veux me raconter ta dernière fois d'un sexe plus conventionnel? Oui, éventuellement. Qu'est-ce que je peux te raconter exactement? Il y a quelque chose qui te vient et t'as pas envie de le raconter, ce qui est complètement ok, c'est ça? Non, j'essaie de classer un petit peu ce qu'on peut considérer comme étant une véritable relation sexuelle ou pas. C'est-à-dire que je pourrais te raconter par exemple que je suis allé au Sun City et que je me suis amusé dans la piscine avec un gars. Mais Sun City, c'est un sauna à Paris? Oui, mais il n'y a pas eu de relation sexuelle à proprement parler. T'as fait quoi pour t'amuser? On s'est fait des câlins, on s'est embrassé, on a joué globalement dans la piscine, mais c'est resté un peu dans l'érotisme. Il n'y a pas eu, si tu veux, il n'y a pas eu de fellation, il n'y a pas eu des choses comme ça. Donc, est-ce qu'on le considère comme une relation sexuelle? Je suis pas sûr. On va dire que non. C'est toi qui décides. Il n'y a pas de Bible ou de guide, non? Oui, non, mais c'est pour ça que du coup, j'essaie de classer un peu ce que je raconte. Je peux, oui, la dernière relation sexuelle peut-être un peu classique, ça a été à Bordeaux, quand je suis allé à Bordeaux, où je suis allé aussi du coup dans un sauna, et où là j'ai rencontré un mec avec qui du coup j'ai été actif, où il y a eu une pénétration avec capote. Donc la différence, c'est il n'y a pas de jeu de rôle, il n'y a pas d'outillage, et du coup tu parlais de plus de sensibilité, ou en tout cas plus de caresses, c'est ça que tu dis, plus de sensualité? Oui, alors d'abord il y a eu beaucoup de discussions, on a un peu parlé, on a un peu discuté, etc. On s'est un peu aussi chauffé en se touchant, etc. En essayant de s'exciter mutuellement. Et puis après, oui, il y a eu d'un côté une certaine sensualité, en tout cas au début, pour tout ce qui est le toucher, pour être l'un sur l'autre.
coucher dans une cabine, etc. Moi, je suis assez exhibe aussi, donc ça me dérange pas qu'il y ait des gens, que les cabines soient pas complètement fermées ou qu'il y ait des gens qui regardent, etc. Et après, il y a eu oui, une relation sexuelle assez classique où il m'a fait une fellation du coup pendant un petit moment où ça a été assez doux dans l'ensemble et assez sympa. Et puis après il y a eu de la pénétration moins sensuelle et moins douce, mais T'as aimé? ouais. Pourquoi j'aurais pas aimé? En fait, non, mais j'avais envie de te poser la question. Tu le décris de façon très soigneuse et assez distanciée. Donc, je voulais juste vérifier mais donc tu as répondu oui, c'est très bien. Oui, mais ça c'est parce que je suis comme ça en fait. D'accord. Moi, je suis quelqu'un d'assez cadré, d'assez rangé. Donc même quand je décris des choses, je me repasse un peu le moment dans ma tête, un petit peu comme si j'étais un observateur extérieur et je décris comment ça s'est passé. Et t'es précis, nous c'est très bien. Si tu regardes du coup ton chemin vers la sexualité d'aujourd'hui, est-ce que tu qualifierais ce chemin de difficile? Est-ce que ton chemin de sexualité, pour arriver à aujourd'hui une sexualité mêlant du vanille, différentes formes de SM et de pratiques, est-ce que ça a été un chemin simple ou compliqué pour toi? Ça a été ultra compliqué, ultra douloureux, beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements. Il y a eu même la dépression, il y a eu un certain nombre de choses pas marrantes. J'ai eu pas mal de problèmes quand j'étais jeune. Je peux rentrer un petit peu dans le détail, mais en gros... Est-ce que là tu parles de... et tu veux te resservir de l'eau? Est-ce que là tu parles de l'homosexualité ou de la sexualité SM? Je parle de l'homosexualité. Je parle de l'homosexualité. J'ai eu une homosexualité très compliquée parce qu'en fait, d'abord, je suis quelqu'un qui a commencé très tôt. C'est-à-dire que très tôt, j'ai su à peu près ce que je voulais, où j'allais. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais ça fait partie un peu dans la vie de ce qui me caractérise. Je sais. Ça veut dire quoi très tôt? Ça veut dire, je savais à peu près ce que je voulais dès 12 ans, à peu près, dès mes 12 ans. Et j'ai eu ma première relation sexuelle homo à 13 ans et demi. Quand tu dis dès 12 ans, je sais ce que je voulais, tu parles de quoi? Je savais que j'étais attiré par les hommes, je savais que j'étais pas attiré par les femmes, et d'ailleurs je n'ai jamais, c'est pour ça que je suis pas bi, en fait, je n'ai jamais senti d'attirance vers une femme. J'adore avoir des femmes en amis, j'adore avoir des discussions, faire des activités, etc. Mais je n'ai pas d'attirance et je n'imagine absolument rien qui puisse être sexuel ou de la avec une femme. Et du coup, à 12 ans, quand tu dis je sais ce que je veux, c'est que tu as envie d'avoir un rapport sexuel avec un homme, tu as envie de le caresser, de le toucher, ou est-ce que dès 12 ans, tu avais ces envies de ces pratiques SM qui pointaient leur bout de leur nez, peut-être pas exactement totalement formées, mais... Non, là j'étais pas du tout dans le SM, j'étais vraiment dans l'homosexualité où déjà j'avais des attirances pour certains de mes amis masculins, voilà. Et donc du coup je me suis retrouvé sur les chats. Et c'est pour ça que je veux être un peu vigilant sur le truc, parce que parfois on dit ah oui du coup il y a des mineurs qui se retrouvent sur les chats et puis ils sont embarqués dans des trucs, etc. Moi en fait je suis arrivé sur les chats en sachant que je voulais rencontrer quelqu'un, en ayant envie de faire quelque chose, et les chats, les réseaux à l'époque, du coup c'était le chat de caramel, ça nous rajeunit pas, hein. Voilà. J'ai connu. Du coup, à 13 ans et demi, t'as ta première fois avec un mec rencontré en ligne. Exactement. Ça s'est bien passé? Ouais, super bien. Il était dans le 15e. C'était un Sicilien qui était évidemment plus âgé que moi. J'étais évidemment passif parce que très difficile non seulement de bander mais même de jouir globalement à cet âge-là.
Ça s'est très bien passé, c'est-à-dire que il a respecté mon consentement, il m'a demandé, il m'a reçu, on a parlé, donc c'était chez lui, un peu dans une chambre de bonne. Il avait quel âge? Il avait plus que moi. Alors, il n'a pas été super transparent sur son âge parce que j'ai jamais su exactement quel âge il avait. Mais lui, il avait plutôt autour des 18 ans à ce moment-là, donc il était déjà... L'âge d'avoir une maison, en tout cas. Une maison avec une chambre... Non, il n'avait pas une maison, il était locataire d'une sorte de chambre de bonne dans le 15e au 7e étage, quoi. Et donc on devait faire attention parce que apparemment ses parents habitaient au rez-de-chaussée. Donc il m'a demandé du coup si j'avais envie de faire quelque chose, donc je lui ai dit oui. Donc du coup après j'ai laissé un peu faire et j'ai commencé une relation comme ça et ça a duré à peu près 1 an et demi où je prétextais du coup d'avoir des répétitions pour une pièce de théâtre qui a vraiment eu lieu, sauf que les répétitions étaient toutes les 2 semaines. Je disais que j'avais des répétitions toutes les semaines, et donc une fois toutes les 2 semaines, j'allais voir ce mec au lieu de faire cette soi-disant répétition de pièce de théâtre. Tu disais, du coup, ton chemin a été compliqué. Si tu devais... Parce que là, tu me parles plutôt d'une entrée en matière plutôt heureuse, tu avais l'air d'être de découvrir quelque chose de positif. Si tu devais choisir, alors je vais te poser une question très difficile, comme tu peux pas pouvoir tout nous raconter, si tu devais choisir 1 ou 2 moments clés de ce chemin compliqué qui t'a fait arriver aujourd'hui à ta sexualité d'aujourd'hui, ça serait quoi? Alors le chemin compliqué, il s'est fait après. C'est-à-dire que ça a été très difficile pour moi toutes les années, 5e, 4e, 3e, seconde, etc. Un moment qui a été ultra dur pour moi, ça a été... je suis parti en voyage scolaire, du coup en Italie, en classe de 5e. Il se trouve que j'ai fait l'erreur, entre guillemets, d'essayer de draguer un mec. Et finalement, tout d'un coup, ça s'est su que j'étais homo. Sauf que j'étais dans un collège-lycée du 16e arrondissement, qui n'était pas tout à fait connu ni pour sa modernité, ni pour son ouverture. Et je me suis retrouvé être finalement en fait une sorte de pestiféré du jour au lendemain, à avoir tout le monde qui m'a fui et qui avait une certaine distanciation sociale avant l'heure, on va dire. Donc j'ai perdu tous mes amis, plus personne ne voulait me parler, on me considérait un peu comme un monstre, jusque donc où je me suis retrouvé vraiment tout seul. En plus j'étais mauvais à l'école, etc. Donc j'ai redoublé. Et puis en fait j'ai voulu faire des tentatives de suicide à ce moment-là. Et c'est en fait une des raisons pour lesquelles j'ai découvert le BDSM au départ. C'est-à-dire que je voyais qu'il y avait des gens qui faisaient des trucs un peu bizarres et je me suis dit tiens, peut-être que c'est tellement dangereux que si je rencontre un gars un peu bizarre, un peu dangereux et tout, je vais pouvoir faire une sorte de tentative de suicide par procuration. Et donc j'ai commencé un petit peu le BDSM en rencontrant un gars tout à fait dérangé et qui m'a fait découvrir dans un contexte du coup pas du tout sécuritaire un certain nombre de pratiques BDSM. Et ensuite après cette expérience très traumatisante, je me suis progressivement retourné régulièrement vers le BDSM jusqu'à découvrir les matières, le latex, etc. Mais du coup, en fait, c'est un peu ce moment charnière où je me suis retrouvé complètement tout seul. Le pire, je finis juste l'histoire, le pire en fait dans cette histoire à la fin, c'est que j'ai redoublé
j'ai voulu me reconstruire une vie sociale, donc j'ai passé à peu près mon temps à essayer de faire en sorte que mon ancienne classe ne parle pas à ma nouvelle classe. On est en quelle année? Enfin, t'es en 5e? Oui, je suis 5e, 4e, globalement. Et ensuite, pour éviter que ça se reproduise, je me suis dit que j'allais me créer une fausse histoire avec une fille avec laquelle j'avais considéré que il n'y avait aucune chance qu'elle prenne ça au sérieux. Et puis au bout de quelques mois, il y a quelqu'un de mon ancienne classe qui est venu me voir, qui m'a dit « Ah, j'ai vu que a priori t'avais une relation avec cette personne, etc., et que t'avais changé. » Et je lui ai dit « Oui, effectivement, c'est ce qui se dit. » Et puis il m'a dit « Ah là là, vraiment c'est bien parce que je t'aimais pas comme t'étais avant. » Donc, alors que évidemment, je n'avais pas changé intérieurement en fait, mais j'avais réussi à donner une image suffisamment convaincante que j'étais devenu hétéro. Est-ce que du coup, moi, ce que j'entends, c'est que les blessures et la violence à laquelle t'as dû faire face t'ont amené au BDSM au début pour une raison pour t'automutiler ou en tout cas te faire du mal. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, le BDSM, il a toujours ce rôle-là ou non, tu dis non? Non, non, plus du tout. En fait, c'est le vecteur qui m'a fait découvrir ce monde-là, que j'aurais peut-être découvert autrement plus tard. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout. Ça a complètement changé. C'est-à-dire que j'ai commencé effectivement par rencontrer des mauvaises personnes et avoir des mauvaises expériences. Mais ensuite, quand j'ai arrêté ça, que je me suis réinvesti dans une relation un peu plus classique, et puis que cette relation a fini par s'arrêter, et que je me suis réintéressé autrement au BDSM, j'ai découvert un certain nombre de personnes et j'ai eu un certain nombre de relations qui m'ont complètement changé ma vision de ce que c'était, de ce que ça avait été pour moi, et ça a commencé à faire partie de ma sexualité normale sans avoir aucun lien psychologique, on va dire, ou du fait que c'est-à-dire aujourd'hui c'est pas quand ça va pas bien je fais du BDSM, c'est plus du tout ça. Oui, c'est devenu part entière dans ta sexualité. Simplement, je l'ai découvert en fait comme ça. Ouais. Est-ce que tu fais le lien entre cet événement-là en 4e, 5e et ta difficulté à te connecter dans ta sexualité vanille? Je sais pas du tout. C'est une bonne question. En fait, du coup, moi, je te propose une interprétation à vraiment 2 centimes qui a plus pour rôle de t'inviter à rebondir, même si c'est une grosse bêtise ce que je veux dire, ou pas. En fait, j'ai l'impression, tu parles en BDSM de la possibilité d'être un autre, de ne plus être soi. Là où la sexualité vanille, pour ne plus être toi, ton cerveau se met à générer tout plein d'histoires pour te déconnecter ou de penser pour te déconnecter du moment. Et je me demandais dans quelle mesure il y avait un lien en fait où en fait enfant on vit une telle violence et en fait pour survivre on se doit de pas être homosexuel et la façon tu vois de pas être homosexuel c'est de jouer un rôle, devenir un chiot. Non, je pense pas. Je pense pas que c'est pas comme ça que je le vois du tout en tout cas. Donc non, je ne suis pas dans cette interprétation à 2 centimes comme tu dis, mais Y a pas, en tout cas, tu ne portes pas de cicatrice de ce moment-là aujourd'hui. Il ne continue pas. Ce moment-là que tu viens de raconter n'a pas d'impact sur ta sexualité aujourd'hui. Tout ça a un impact sur ma vie et la façon dont je me suis construit, mais c'est pas ça. C'est-à-dire aujourd'hui, je me dis pas il faut pas être homosexuel ou autre. Aujourd'hui, au contraire, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien prouver des choses et
quand il y a des règles, j'aime bien les challenger ou essayer d'aller contre pour voir si elles sont justifiées ou des choses comme ça. Donc j'ai passé en fait toute une partie de mon enfance et de mon adolescence à essayer de briser des règles, à aller à l'encontre de trucs, à dire quand on disait tu n'y arriveras jamais, c'était la meilleure motivation pour moi pour montrer que si. Et tout a été comme ça dans ma vie globalement, autant en termes de scolarité où j'ai beaucoup changé, mais aussi en termes de sexualité où finalement je me suis rien interdit et donc j'ai fait plein d'expériences différentes, variées. Et aujourd'hui, je suis très fier globalement de ma sexualité, de ce que je suis, d'être homosexuel, et j'ai aucun problème avec ça. Tu dirais que tu es sexuellement épanoui? Oui, je pense que je suis sexuellement assez épanoui dans l'ensemble. Je trouve que tout est une question d'équilibre et je trouve qu'il y a aujourd'hui j'ai trouvé un bon équilibre en fait où pendant tout un moment je me suis dit que j'avais plusieurs personnalités, peut-être même plusieurs personnes à l'intérieur de moi, et j'étais en conflit avec ces autres personnalités ou personnes. Et je n'acceptais pas de dire que je pouvais avoir une partie de moi qui était attirée par des pratiques BDSM, par des histoires de perte de contrôle, de confiance totale, voilà. Du coup, pendant tout un moment, j'étais vraiment dans un conflit entre ce que j'avais envie, ce que je voulais faire, ce que je faisais mais que je n'assumais pas, et que du coup je me mettais à fuir des choses en me disant c'est pas bien, c'est mal, etc. Et j'ai complètement mûri à ce niveau-là, où aujourd'hui je suis beaucoup plus en paix et en phase avec les différentes facettes de mes personnalités. Et je sais que aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des relations vanilla. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des relations BDSM. Aujourd'hui, j'ai besoin de rencontrer des gens, d'avoir une sexualité avec mon mari, mais aussi avec d'autres personnes, que on peut aimer plusieurs personnes et que c'est pas un problème. Justement, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui galèrent à s'accueillir, s'accepter avec leur facette BDSM ou leur facette polyamoureuse ou leur facette non conventionnelle. Toi, est-ce que t'as la recette? Est-ce que toi t'as fait comment pour tu dirais que t'as fait comment pour t'assumer, t'accueillir, t'accepter? La recette, je l'ai pas, mais ça fait partie des choses qui me motivent à faire ce que je fais et à essayer de partager des choses et à transférer des choses. C'est-à-dire que moi, moi, ça a été dans l'expérience, dans avoir réussi des choses, mais surtout avoir beaucoup raté de choses. Ça veut dire quoi, des rapports sexuels, enfin des essais BDSM ratés? Des essais BDSM ratés, des expériences que j'aurais aimé ne pas avoir, c'est-à-dire que à un moment, je me suis retrouvé dans une expérience où on m'a fait véritablement un lavage de cerveau et je n'étais pas capable de m'en sortir tout seul. Heureusement, j'étais entouré des bonnes personnes qui m'en ont sorti. De quoi tu parles? Tu veux raconter? Là, je pense qu'on va pas avoir le temps, mais est-ce que tu veux raconter de façon très synthétique de quel lavage de cerveau tu parles? Est-ce que c'est un dominant qui a voulu créer une emprise sur toi et qui a réussi? Oui, tout à fait. Tu vois, c'était pas si long. Oui, mais c'est un peu rapide. Mais oui, globalement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a manipulé, a cassé tout ce que j'avais pu construire et tout toute ma fierté, tout mon mental, et qui m'a reprogrammé entre guillemets, c'est-à-dire qui a cassé tous mes acquis et qui a voulu remettre un certain nombre de choses. C'est moi qui suis extérieur au monde BDSM, ça semble être exactement la frontière et le feu avec lequel l'on joue, puisque
tu vois, je vois passer des terminologies, maître-esclave, cet enjeu de perte de pouvoir et de contrôle, de formatage, c'est le feu avec lequel on joue. Comment on peut ne pas se brûler? Comment on peut vivre du BDSM de façon sécure? Toi, tu vois ce que je veux dire? Que si quelqu'un, comment on pourrait protéger d'autres personnes qui écoutent ce podcast de venir jouer avec le feu sans se brûler, tu vois? Eh ben, moi pour le coup, j'ai une conviction simple, c'est il faut des règles et un cadre clair. Et finalement, ça fait partie des principes de base du BDSM. Des choses aussi simples qu'un safe word, c'est quelque chose qui protège la possibilité de dire stop, d'arrêter, de mettre en pause quelque chose et que le dominant respecte ça. C'est déjà ultra important. Moi, je me suis retrouvé justement dans des expériences où le dominant me demandait de lui dire d'arrêter, et plus je lui demandais d'arrêter, plus il était brutal et violent. Il faut pas aller voir des gens comme ça, globalement. Et tu parlais tout à l'heure de transmettre. Moi, j'ai l'intuition qu'il y a des associations. Et alors, je sais pas du coup si ces associations sont plus ou moins bien peuplées, mais ça peut être aussi un espace où on échange avec d'autres gens sur les pratiques et pour découvrir sa façon de pratiquer de façon sécure. Oui, on peut le faire via plein d'associations. Il y en a pas mal qui existent. On peut le faire par là, mais on peut le faire aussi autrement, c'est-à-dire que on peut le faire simplement en rencontrant les bonnes personnes. Moi, à un moment, j'ai rencontré les mauvaises personnes, et puis à un moment, j'ai rencontré les bonnes personnes. Et tant que j'ai rencontré les mauvaises personnes, ça a été compliqué. Et puis une fois que j'ai rencontré les bonnes personnes et que j'ai compris un certain nombre de choses, ça a été bien différent. Et oui, effectivement, on joue avec le feu, donc quand on est dans un jeu, il est important d'avoir des règles communes et avoir des règles claires. D'établir un climat de confiance et de s'assurer avant le plus possible qu'on est avec une personne à qui on peut faire confiance et qui va pas un bon dominant et un bon maître n'est pas celui qui va uniquement penser à son plaisir et qui va dire toi de toute façon tu seras à quatre pattes à me lécher les pieds. Pour moi, un bon dominant et un bon maître, c'est quelqu'un qui a compris que une relation BDSM, c'est pas une relation dans un sens, c'est une relation dans deux sens, et que finalement, même s'il y a un dominant et un soumis, le but du jeu, entre guillemets, c'est d'arriver à révéler et à créer une évolution, un épanouissement des personnes qui prennent part au jeu, au niveau du dominant et au niveau du soumis. Et que du coup, le dominant ou le maître, il est encore plus important que le soumis, puisqu'en fait, il a la responsabilité non seulement de lui-même, mais aussi de l'autre. Et ça, c'est une mentalité, une façon de voir les choses qui est assez différente, où quand même le but, c'est que dans cette histoire, tout le monde ait du plaisir et que ce soit pas à sens unique, et que chacun prenne son pied, peu importe le rôle qu'on joue. Pour terminer ton témoignage, je te propose d'imaginer qu'on va faire un prochain épisode ensemble dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, quand tu veux. J'aimerais savoir ce que tu aimerais me raconter. Et t'en as un peu parlé, je vais te proposer qu'on discute d'un truc. T'as parlé de ton envie de trouble. Est-ce que ça serait, par exemple, un des trucs que tu aimerais faire advenir dans la suite de ton épanouissement sexuel? Oui, je pense que ça peut être pas mal. Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi pourquoi t'aurais envie de ça? Qu'est-ce que ça ajouterait à ta vie d'être en trouble? C'est difficile à dire parce que ça se jauge surtout à la personne que je trouverais à ce moment-là et qui vivrait avec nous. J'ai pas forcément d'idées préconçues. Je trouve que ça participerait à un équilibre
Dans ma vie et dans la façon dont je vis ma vie aujourd'hui, d'être dans une relation de ce type-là où on n'est pas deux mais où on est trois. Mais du coup, ton mari, il est pas polyamoureux? Non, mais ça veut pas dire qu'il ne peut pas accepter une troisième personne dans le couple. Ou toi, tu serais du coup au centre, en tout cas, tu aurais des liens, tu relationnerais avec ton mari et cette autre personne, mais ce que tu dis, c'est que ton mari ne relationnerait pas forcément avec cette troisième personne. Oui, ce serait un petit peu une vie en communauté en fait. Alors je veux pas dire que je vais mettre au centre hein, parce que j'ai pas envie que tout le monde ait son attention concentrée sur moi ou des choses comme ça et ça m'énerverait plus qu'autre chose. Mais je pense qu'on peut arriver à une certaine, encore une fois, hein, je vais dire, de complémentarité, c'est-à-dire de trouver quelqu'un qui viendrait ajouter quelque chose dans le couple que je forme déjà avec mon mari, qui serait des choses complémentaires. Voilà, ça pourrait être quelque chose d'aussi simple que par exemple quelqu'un qui sait préparer des bons repas, par exemple, qui n'est ni forcément mon point fort, ni la passion absolue de la personne avec qui je vis. Mais voilà, je pense que on pourrait établir une sorte de vie en communauté intéressante où chaque acteur de cette relation pourrait s'apporter des choses dans son équilibre, dans son évolution et dans sa vie au global. Au niveau de ton épanouissement sexuel, dans les années à venir, t'aimerais faire advenir quoi? Est-ce que t'es super content tel quel et rien ne change, ou t'aimerais des prochaines étapes? Ah bah aujourd'hui je suis très content, mais on peut toujours faire mieux. Je suis toujours un petit peu dans cette optique, c'est-à-dire que j'aime rester ouvert quand même aux choses. J'aime bien la surprise, j'aime bien les nouvelles opportunités, j'aime bien rencontrer des gens. Et j'aime bien ne pas me mettre d'interdits, ne pas me mettre de contraintes. Donc oui, aujourd'hui, je suis très heureux par rapport à ce que je fais, par rapport à des choses. Alors oui, il pourrait y avoir des choses un petit peu mieux. Il y a des gens que je pourrais voir un petit peu plus. Il y a un équilibre qui pourrait être encore un peu plus solide. Il y a toujours des choses à améliorer. Mais t'es bien. Mais voilà, je ne serais pas malheureux de rester comme ça, même si j'ai un petit peu d'ambition supplémentaire dans les prochaines années. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot à partager, un mot de la fin? C'est pas obligatoire. Plus qu'un mot. Tu peux avoir un peu plus qu'un mot, mais je vais t'inviter à faire court. D'accord. Je pense que c'est important dans un monde où on est dans l'instantané d'essayer de prendre du temps et de trouver des raisons et du plaisir à prendre du temps. Il y a un certain nombre de choses qui doivent se construire, notamment des vies de couple, qui se construisent avec le temps et globalement les relations en général. Et je suis persuadé que, et un peu par expérience, beaucoup par expérience, qu'en général, quand on va trop vite, on ne construit pas forcément très bien et qu'on construit pas forcément des choses très solides, et ce qui a tendance à démarrer vite peut aussi se finir vite, alors que si on prend le temps, on a finalement plus de chances de réussite peut-être. Prenons le temps. Merci Jonathan. Ben, merci à toi.